Qu'est-ce que tu fous ici? M'a crié Lorraine en ouvrant la porte de ma propre maison, alors que je traînais encore mon petit sac de l'hôpital. Ces mots m'ont frappé comme une gifle glaciale en plein visage. J'avais été hospitalisée 3 semaines pour une opération de la vésicule biliaire. 3 semaines à rêver de rentrer chez moi, dans mon lit, parmi mes affaires. Mais ce que j'ai trouvé, c'est l'enfer déguisé en nouvelle décoration. Mon salon n'était plus mon salon. Mes meubles avaient été déplacés, changés, certains avaient même disparu. Le fauteuil où je tricotais l'après-midi était relégué dans un coin, comme une vieille ordure. À sa place, un canapé noir que je n'avais jamais vu dominer l'espace. Les rideaux que j'avais brodés de mes propres mains avaient été remplacés par des rideaux rouges qui hurlaient le mauvais goût. « Cette maison est à moi maintenant », a déclaré Lorraine avec un sourire venimeux, croisant les bras comme si elle en était la propriétaire absolue. Mathieu et moi avons décidé qu'il était temps de faire des changements. Tu ne peux plus vivre seul à ton âge. Mes jambes ont tremblé, non pas à cause de l'âge, mais de la trahison. Mon fils, mon propre fils, se tenait derrière elle, hochant la tête comme un chien obéissant. Mathieu évitait mon regard, jouant avec son téléphone comme si cette conversation ne le concernait pas. « Écoute, belle maman », a poursuivi Lorraine, avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait manipuler. « Nous avons payé beaucoup de factures ici. L'électricité, l'eau, la nourriture. Il est juste que nous prenions le contrôle de la situation. » Des mensonges. Purs mensonges. J'avais payé chaque facture de cette maison pendant 45 ans. J'avais fait des doubles gardes d'infirmières pour acheter chaque brique, chaque fenêtre, chaque porte. Cette maison, je l'ai construite de mes propres mains et avec ma propre sueur. J'ai regardé vers la cuisine et j'ai failli m'évanouir. Ma table en bois massif, celle que j'avais achetée avec mon premier salaire d'infirmière, avait disparu. À sa place, ils avaient mis une table en plastique bon marché qui ressemblait à une table de cafétéria. Mes assiettes en porcelaine, héritage de ma mère, n'étaient plus dans leur vitrine habituelle. « Et mes affaires ?» ai-je demandé d'une voix brisée, en voyant que mon vaisselier en verre avait disparu. « Où sont mes photographies, mes souvenirs ?»« On a gardé ce qui était d'important dans des cartons, » a répondu Lorraine sans broncher. « Le reste, on l'a donné. Il y avait beaucoup de vieilles camelotes qui ne faisaient que prendre de la place. » Vieille camelote. C'est ainsi qu'elle a appelé toute ma vie. Les photos de mon mari décédé, les dessins de mes petits-enfants. Les souvenirs de toute une existence dédiée à cette famille ingrate. J'ai marché jusqu'à l'endroit où se trouvait mon vaisselier et j'ai vu qu'ils avaient installé une télévision énorme, de celles qui coûtent plus que ma pension de 3 mois. L'odeur de la maison avait aussi changé. Elle ne sentait plus mes plantes, ma cuisine, ma vie. Elle sentait le parfum cher et le désodorisant artificiel. « Où est-ce mon fauteuil à bascule ?» ai-je demandé, cherchant du regard cette chaise où je passais mes après-midi à lire et où mon mari m'avait demandé en mariage il y a 50 ans. « Il était très vieux et moche, » a répondu Lorraine en haussant les épaules. « On l'a donné à l'église. Quelqu'un de pauvre en avait sûrement plus besoin que toi. » J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Ce fauteuil à bascule n'était pas seulement un meuble, c'était l'endroit où j'avais bercé Mathieu quand il était bébé, où j'avais pleuré la mort de mon mari, où j'avais tricoté les premières couvertures de mes petits-enfants. C'était mon refuge, mon lieu sacré. « On a préparé la chambre d'amis pour toi », a finalement annoncé Mathieu, sans lever les yeux de son maudit téléphone. « Tu peux rester là en attendant de décider ce que tu vas faire de ta vie. » La chambre d'amis dans ma propre maison, comme si j'étais une étrangère demandant l'hospitalité. Lorraine m'a guidée jusqu'à cette petite pièce à l'arrière où je rangeais les affaires saisonnières. Ils avaient mis un lit simple et une petite table branlante. Rien d'autre. Les murs étaient nus, froids, sans âme. « J'espère que tu comprends la situation, » m'a dit Lorraine avant de sortir. « Maintenant, c'est nous qui fixons les règles. Pas de bruit après 21 heures, pas de visite sans te prévenir et ne te mêle pas de nos affaires. » Mais elle m'est partie tout de suite.
Elle est restée sur le pas de la porte, savourant ma douleur comme si c'était un spectacle. « Ah ! Et autre chose, a-t-elle ajouté avec un sourire cruel. On a déjà parlé à Élise. On lui a dit de ne pas trop te déranger avec ses visites. Une femme de ton âge a besoin de repos. Non, ma petite fille, mon adorable Élise, la seule qui me rendait vraiment visite, qui me serrait dans ses bras, qui me racontait ses secrets. Ils avaient aussi coupé ce lien. Et si je ne suis pas d'accord avec vos règles, ai-je demandé, trouvant une force que je ne savais pas posséder. Lorraine a ri, un rire froid, calculateur. Ah, eh bien, tu peux toujours aller dans une maison de retraite, a-t-elle dit. J'en connais de très bonnes. Bien sûr, elles sont un peu chères, mais avec ce qu'on tirera de la vente de tes vieilleries, on pourrait sûrement payer quelques mois. La porte s'est refermée, avec un bruit sec. Je suis restée là, au milieu de cette pièce qui sentait l'humidité et l'abandon, tenant mon sac de l'hôpital comme si c'était la seule chose qu'il me restait au monde. Pour la première fois en 69 ans de vie, je me suis sentie complètement seule, non seulement physiquement, mais émotionnellement anéantie. Mon propre fils m'avait trahi, ma belle-fille m'avait dépouillée de mon foyer, et j'avais été si aveugle que je n'avais pas vu venir ce coup de poignard dans le dos. Mais alors que j'étais là, je me suis souvenue de quelque chose que ma mère m'avait dit avant de mourir. « Florence, la vie te mettra à genoux bien des fois, mais l'important n'est pas de tomber, c'est de savoir comment tu te relèves. » Quelque chose a commencé à brûler dans ma poitrine. Une petite flamme qui n'était pas de la douleur, mais une fureur contenue. Lorraine et Mathieu avaient commis une erreur gravissime. Ils avaient sous-estimé Florence Mercier, et ils étaient sur le point de découvrir qu'on ne jouait pas avec une femme de mon âge. Je me suis assise sur ce lit étranger, dans cette chambre qui n'était pas la mienne, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Ils avaient raison sur un point. Il était temps de faire des changements, mais pas les changements qu'ils attendaient. C'était ma maison, mon foyer, ma vie. Et personne, absolument personne, n'allait m'enlever ce que j'avais construit avec tant de sacrifices. Cette nuit-là, allongée sur ce lit qui n'était pas le mien, regardant le plafond fissuré de la chambre d'amis, les souvenirs ont commencé à affluer comme une avalanche. Tout prenait sens maintenant. Les pièces du puzzle s'assemblaient une par une, formant un motif que j'avais été trop aveugle pour voir. Je me suis souvenue de l'anniversaire de Mathieu l'année dernière. J'avais préparé son plat préféré, ce bœuf bourguignon qui me prenait 2 jours à faire, avec tous les ingrédients que j'achetais avec ma petite retraite. Je suis arrivée chez lui avec la cocotte fumante et les yeux brillants d'enthousiasme. « Oh, belle maman, quel dommage !» m'avait dit Lorraine sur le pas de la porte, sans même m'inviter à entrer. « On a annulé le dîner. Mathieu a eu mal à l'estomac. Il vaut mieux que tu rentres. » Petersen. Mais à travers la fenêtre, j'avais vu la table mise pour de nombreuses personnes. J'avais entendu des rires et de la musique. Il y avait une fête. Seulement, je n'étais pas invitée. Je suis rentrée chez moi avec mon bourguignon, feignant de croire à son mensonge, les justifiant comme je le faisais toujours. Il est sûrement tombé malade soudainement, me suis-je dit. La prochaine fois sera différente. Mais il n'y a pas eu de prochaine fois. Puis c'est venu la fête des mères de cette année. J'ai attendu toute la matinée un appel, un message, une visite. Rien. À midi, j'ai appelé le téléphone de Mathieu. « Maman, excuse-moi, » m'a-t-il dit d'une voix pressée. « On est super occupés. Lorraine a organisé un repas de famille chez sa mère. Tu sais comment elle est, on ne peut pas manquer ça. » Famille, en mots si douloureux quand on vous en exclut. Cet après-midi-là, en naviguant sur Facebook pour me distraire, j'ai vu les photos. Mon fils était là, souriant, à côté de la mère de Lorraine, mes petits-enfants serrant dans leurs bras une femme qui n'était pas leur grand-mère de sang. Lorraine avait posté une photo avec un message qui disait « Célébrons la fête des mères avec la meilleure belle-mère du monde. » La meilleure belle-mère du monde. Pendant que moi, la vraie mère,
Je restais à la maison à manger des biscottes en me demandant ce que j'avais fait de mal. Je me suis aussi souvenue de la remise du bac d'Élise, ma petite fille chérie. J'avais économisé pendant des mois pour lui acheter un cadeau spécial, un bracelet en or avec son nom gravé. Je suis arrivée à l'auditorium 1 heure en avance, cherchant les meilleures places pour voir ma petite fille recevoir son diplôme, m'a demandé Élise, mamie, surprise de me voir. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue te voir recevoir ton diplôme, mon amour. Comment aurais-je pu manquer ça ? Le visage confus de ma petite fille m'a brisé le cœur. Mais maman m'a dit que tu ne pouvais pas venir parce que tu étais malade. Un autre mensonge, une autre exclusion parfaitement planifiée. Je ne suis pas malade, mon cœur, lui ai-je dit, en la serrant fort dans mes bras. Je suis là pour toi. Pendant la cérémonie, j'ai vu Lorraine me foudroyer du regard depuis l'autre côté de l'auditorium. Après, quand j'ai essayé de m'approcher pour les photos de famille, elle s'est interposée. « On a déjà pris beaucoup de photos, belle maman », m'a-t-elle dit avec ce faux sourire. On ne veut pas fatiguer Élise. Mais j'avais vu comment ils avaient posé pendant une demi-heure avec la famille de Lorraine. Des photos avec les grands-parents paternels, avec les oncles, avec les cousins. J'ai seulement réussi à prendre une photo rapide avec Élise avant que Lorraine ne l'emmène. Et que dire des Noëls ? 3 années consécutives d'excuses élaborées. Cette année, on veut quelque chose d'intime, juste nous 4, m'avait dit Mathieu en décembre dernier. Mais mon voisin, Charles, m'a raconté qu'il avait vu beaucoup de voitures devant leur maison le soir de Noël. Une grande fête à laquelle je n'étais pas invitée. La famille de Lorraine est sûrement arrivée à l'improviste, m'étais-je dit, cherchant toujours des excuses pour justifier l'injustifiable. Je me suis aussi souvenue de la fois où j'ai eu la grippe l'hiver dernier. J'ai été alitée pendant 5 jours avec une forte fièvre, sans pouvoir me lever. J'ai appelé Mathieu pour lui demander de m'emmener chez le médecin. « Maman, Lorraine est malade aussi, m'a-t-il dit. On ne peut pas risquer de contaminer les enfants. Appelle plutôt un taxi. » Mais ce même après-midi, ma voisine m'a dit qu'elle avait vu Lorraine en parfaite santé, en train de laver sa voiture dans l'allée. Un mensonge de plus, une exclusion de plus. Il y avait aussi l'épisode de mon 68e anniversaire. J'avais préparé une petite réunion. J'ai acheté de quoi faire des quiches pour tout le monde. J'ai appelé Mathieu pour confirmer. « Oh maman, j'ai complètement oublié, m'a-t-il dit. On a déjà des projets. Lorraine a acheté des billets pour le théâtre il y a des mois. » Le théâtre. Le jour même de mon anniversaire. J'ai passé mon anniversaire seule, avec un gâteau entier qui a fini par se gâter parce que je ne pouvais pas tout manger. Les ballons se sont dégonflés un par un, comme mon espoir. Et la goutte qui a fait déborder le vase a été mon opération. Quand le médecin m'a dit que je devais me faire opérer, j'ai appelé Mathieu immédiatement. « Maman, ne t'inquiète pas, m'avait-il dit. On s'occupe de tout. » Mais s'occuper de tout a signifié me laisser à l'hôpital comme un paquet oublié. En 3 semaines, je n'ai reçu que 2 visites. 2 visites de 5 minutes chacune, où Lorraine consultait son téléphone en permanence et Mathieu semblait désespéré de partir. « Comment tu te sens, belle maman ?» me demandait Lorraine sans lever les yeux de son écran. « Mieux, répondais-je, espérant qu'elle se réjouisse. Tant mieux. On doit y aller, n'est-ce que pas, Mathieu? Les enfants nous attendent tanti. Et là, partente, me laissant avec l'envie de leur dire à quel point j'avais peur, à quel point je me sentais seule, à quel point j'avais besoin que quelqu'un me tienne la main. Maintenant, allongée dans cette chambre froide et étrange, je réalisais que ce n'était pas un hasard, ni de la malchance, ni une série de malentendus innocents. C'était un plan systématique pour m'effacer de ma propre famille. Lorraine avait construit une muraille invisible entre mes petits-enfants et moi. Elle avait transformé mon fils en son complice. Elle avait fait en sorte que ma présence soit perçue comme une nuisance, un fardeau, quelque chose dont il fallait se débarrasser. Et le pire, c'est que je l'avais permis. J'avais justifié chaque exclusion, chaque mensonge, chaque affront. J'avais été la grande-mère compréhensive, la belle-mère qui ne se mêle de rien, la mère qui ne réclame rien. Mais c'était fini. Les larmes ont roulé sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes,
d'apitoiement. C'était des larmes de courage, d'une fureur qui avait sommeillé trop longtemps. Demain, je commencerai à reconstruire ma vie. Demain, je cesserai d'être la victime silencieuse de cette femme manipulatrice. Demain, je commencerai à récupérer ce qui était à moi. Le jour s'est levé et je n'étais plus la même femme qui était entrée dans cette maison la veille. Quelque chose de fondamental avait changé en moi pendant ces heures d'insomnie et de révélation. Il ne restait plus aucune trace de la Florence qui justifiait tout, qui se contentait des miettes d'affection qu'on lui jetait. Je me suis levée à 5 heures du matin, comme je l'avais fait pendant 50 ans, mais cette fois-ci, ce n'était pas par habitude, c'était par détermination. J'ai ouvert la porte de ma chambre-prison avec précaution et j'ai traversé ma propre maison comme une étrangère, explorant un territoire ennemi. Tout était silencieux. Lorraine et Mathieu dormaient dans ce qui était autrefois ma chambre conjugale, dans le lit où j'avais mis au monde mon fils, où j'avais pleuré la mort de mon mari. Mais je ne ressentais plus de douleur pour cela. Je ressentais quelque chose de bien plus puissant. La clarté. Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé du café dans une cafetière que je ne reconnaissais pas. Même les ustensiles les plus basiques avaient été changés. Mes tasses en céramique bleue, celles que j'avais collectionnées pendant des années, avaient été remplacées par des tasses en verre transparent qui semblaient sortir d'un hôtel bon marché. Je me suis assise à la table en plastique et j'ai observé mon salon transformé. Chaque changement qu'ils avaient fait était une déclaration de guerre. Chaque meuble déplacé était une façon de me dire « Tu n'as plus ta place ici ». Mais ils se trompaient. C'était toujours ma maison, même s'ils avaient essayé d'effacer mon essence de chaque recoin. J'ai entendu des pas dans le couloir. Lorraine est apparue dans la cuisine, enveloppée dans une robe de chambre en soie qui coûtait plus que ma pension mensuelle. Elle m'a regardée avec surprise, comme si elle ne s'attendait pas à me trouver réveillée. « Bonjour, belle maman », m'a-t-elle dit avec cette fausse voix habituelle. « Bien dormi dans ta nouvelle chambre. » J'ai dormi parfaitement, ai-je menti, en la regardant droit dans les yeux. J'ai eu le temps de réfléchir. Quelque chose dans mon ton l'a mise en alerte. Ses yeux se sont légèrement plissés. Réfléchir à quoi? À quel point j'ai été stupide toutes ces années. Lorraine s'est servie du café dans l'une de mes anciennes tasses préférées, celle qui avait de petites roses peintes et que mon mari m'avait offerte pour notre 10e anniversaire. La voir boire dans cette tasse, c'était comme voir un voleur porter les bijoux de ma mère. « Je ne comprends pas de quoi tu parles », a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu cette assurance arrogante de la veille. « Bien sûr que tu comprends. » Je suis restée silencieuse après ça, l'observant simplement. C'était fascinant de voir comment mon silence la rendait nerveuse. Lorraine était de ces personnes qui ont besoin de combler tous les vides avec des mots, de contrôler chaque conversation. « Écoute, belle maman », a-t-elle commencé, essayant de reprendre le contrôle. « Je sais que ces changements peuvent être difficiles pour toi, mais c'est pour le mieux. Une femme de ton âge, une femme de mon âge, l'ai-je interrompu d'une voix calme, en a trop vu pour se laisser berner. Pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu une lueur de peur dans ses yeux. Mathieu est apparu dans la cuisine à ce moment-là, se frottant les yeux comme l'enfant qu'il avait été. Mon fils, le bébé que j'avais porté dans mes bras, pour qui j'avais veillé quand il avait de la fièvre, que j'avais éduqué pour être un homme de bien. « Bonjour, maman », a-t-il murmuré, sans me regarder dans les yeux. « Bonjour, mon fils. » Le mot « fils » est sorti de ma bouche avec un poids différent. Ce n'était plus un titre affectueux, c'était une question à laquelle il devrait répondre tôt ou tard. « Tout va bien ?» a demandé Mathieu, remarquant la tension dans l'air. « Tout est parfait », ai-je répondu. Ta femme et moi avions une conversation très intéressante. Lorraine a lancé un regard d'avertissement à Mathieu. C'était incroyable de voir comment ils communiquaient sans mots, comme deux conspirateurs qui avaient perfectionné leur code secret. « Maman », a finalement dit Mathieu,
J'espère que tu comprends que ce que nous avons fait, c'est pour ton bien. Tu ne peux pas continuer à vivre seul. Tu n'as plus l'âge. L'âge pourquoi, Mathieu? Pour m'occuper d'une si grande maison, pour gérer toutes les responsabilités? Des responsabilités, comme si j'avais été irresponsable pendant les 69 ans que je portais sur cette terre. Et qui a décidé ça? Qui a déterminé que je ne peux plus m'occuper de moi-même? Nous deux, a répondu Lorraine rapidement. Mathieu et moi en avons beaucoup discuté avant de prendre cette décision. Ce n'est pas un Avant vol, de prendre la a protesté décision de me Mathieu. voler ma maison. C'est une réorganisation familiale. Quand Anton m'appelle, j'avais pas payé. J'ai ri. Un rire sec, sans humour. Réorganisation familiale. Quelle façon élégante de dire que vous avez mis la grand-mère dehors pour garder sa maison. Ce n'est pas ça, s'est exclamée Lorraine, perdant son sang-froid. Nous prenons soin de toi, nous te donnons un toit, à manger, vous me donnez un toit dans ma propre maison, vous me donnez à manger avec ma propre pension. Cette pension ne suffit même pas pour les dépenses de base, a murmuré Mathieu. Pardon? Quoi? Que ta pension est très petite, maman. C'est nous qui mettons la différence. Un autre mensonge. Ma pension était modeste, mais suffisante pour mes dépenses. J'avais toujours été prudente avec l'argent. J'avais appris à étirer chaque euro pendant les années difficiles, quand Mathieu était petit et que son père était mort. Vous voulez voir mes relevés de compte? Ai-je demandé calmement. Vous voulez qu'on vérifie ensemble qui a payé quoi dans cette maison? Le silence qui a suivi était révélateur. Lorraine et Mathieu se sont regardés comme des enfants, pris en flagrant délit de mensonge. Ce n'est pas nécessaire, a dit Lorraine, rapidement. Nous connaissons tous la situation économique. Tu as raison, ai-je répondu en me levant de table. Nous la connaissons tous. J'ai marché vers ma chambre-prison d'un pas ferme. Je sentais leurs regards plantés dans mon dos. Je pouvais percevoir leur confusion et leur nervosité croissante. Avant de fermer la porte, je me suis retournée pour les regarder. Encore une chose, leur ai-je dit. Je ne suis plus la même femme qui est arrivée de l'hôpital hier. Cette femme était naïve, confiante, trop bonne pour son propre bien. Mais cette femme n'existe plus. J'ai fermé la porte et je suis restée derrière, écoutant leur voix chuchoter. Je ne pouvais pas comprendre les mots, mais je n'en avais pas besoin. Je savais exactement de quoi ils parlaient. Je me suis assise sur le lit et j'ai ouvert mon sac de l'hôpital. Entre les vêtements sales et les médicaments, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié à voir. Le numéro de téléphone de Charles Morel, mon voisin. Charles était un homme bon, de ceux qui se font rares. Il avait été l'ami de mon mari pendant des années et après sa mort, Charles était devenu une sorte de grand frère pour moi. Toujours attentif, toujours prêt à aider, toujours respectueux. 3 mois plus tôt, Charles m'avait dit quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque. « Florence, m'avait-il dit, alors que nous prenions un café sur ma terrasse, méfie-toi de ta belle-fille. Je vois des choses que tu ne vois peut-être pas. Quel genre de choses, Charles? Des choses qu'il ne m'appartient pas de dire, mais qui pourraient un jour être importantes. » Ce jour était arrivé. J'ai composé son numéro avec des doigts tremblants, non pas de peur, mais d'anticipation de ce que j'étais sur le point de découvrir. « Charles, c'est Florence. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. »« Tu vas bien, Florence? Ta voix est différente. »« Je vais plus que bien, Charles. Je suis réveillée. » Charles est arrivé chez moi 2 heures plus tard, frappant à la porte arrière comme nous en étions convenus. Je ne voulais pas que Lorraine et Mathieu soient au courant de cette conversation. Pas encore. Je l'ai reçu dans la petite cour arrière, ce coin qu'ils n'avaient, pour une raison quelconque, pas encore touché. Mes plantes étaient toujours là, mes pots d'herbes aromatiques, le petit banc où je m'asseyais pour lire l'après-midi. « Florence, » m'a dit Charles, d'une voix inquiète. « Quand tu m'as dit que tu avais besoin de me parler, je n'imaginais pas te trouver vivant comme une prisonnière dans ta propre maison. » Je lui ai tout raconté, de mon arrivée de l'hôpital au petit déjeuner tendu de ce matin. Charles m'a écouté en silence,
hochant la tête de temps en temps, son visage devenant plus sérieux à chaque détail. « Ça ne me surprend pas, a-t-il dit, finalement. En fait, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Tu t'y attendais ?» Charles a soupiré profondément et s'est frotté la barbe grisonnante. « Florence, ce que je vais te dire va te faire mal, mais tu dois le savoir. J'attendais le bon moment pour te le raconter, et je crois que ce moment est arrivé. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il y a 6 mois, a poursuivi Charles, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. C'était un dimanche d'après-midi. Tu étais allé à la messe. Lorraine était dans ton jardin, au téléphone. Et qu'y a-t-il de mal à ça? Elle parlait à quelqu'un de cette maison, de la façon de te faire partir. Les mots de Charles m'ont frappé comme de l'eau glacée. J'ai entendu une partie de la conversation parce que je taillais ma haie de l'autre côté de la clôture. Elle disait des choses comme « La vieille ne va pas tenir longtemps » et « Il faut accélérer le processus ». Accélérer? Quel processus? Le processus pour s'emparer de ta maison, Florence. Elle parlait à quelqu'un, je ne sais pas si c'était un avocat ou quoi, mais elle a mentionné quelque chose à propos de la tutelle, de te faire déclarer mentalement incapable. Le sang s'est glacé. Glacé dans mes lèvres. Me déclarer incapable? Oui, elle a dit qu'avec ton âge et quelques témoignages médicaux, il serait facile de prouver que tu ne peux plus prendre de décision par toi-même. Je suis restée sans voix. L'ampleur de la trahison était encore pire que ce que j'avais imaginé. « Mais il y a plus, » a continué Charles. « La semaine dernière, pendant que tu étais à l'hôpital, j'ai vu des gens étranges entrer et sortir de ta maison. Ils ne faisaient un pas que changer les meubles, Florence, ils examinaient des papiers. » « Quelle sorte de papiers ?» Je ne sais pas exactement, mais l'un des hommes portait une mallette d'avocate. Je les ai vus photographier des documents sur ta table de salle à manger. Mon titre de propriété, mes relevés bancaires, mon testament. « Charles, lui ai-je dit d'une voix tremblante, tu penses qu'il... » « Je pense qu'ils planifiaient ça bien avant ton opération. Je pense que l'opération a été l'occasion parfaite pour exécuter leur plan. » Soudain, je me suis souvenu de quelque chose d'étrange. La veille de mon opération, Lorraine avait insisté pour m'accompagner à l'hôpital. « Belle maman, as-tu besoin que quelqu'un de responsable parle au médecin ?» m'avait-elle dit. « À ton âge, il est facile de s'embrouiller avec tous ces médicaments et ces instructions. » Pendant mon séjour à l'hôpital, elle avait parlé au médecin plusieurs fois sans que je sois présente. Elle avait signé des papiers pour accélérer les démarches. Elle avait pris le contrôle de mes médicaments et de mon dossier médical. « Charles, » ai-je murmuré, je crois qu'elle a monté un dossier contre moi, collectant de fausses preuves, pour démontrer que je ne peux pas m'occuper de moi-même. « C'est très probable, » a-t-il acquiescé. « Et le fait qu'il t'ait mise dans cette petite chambre, qu'il t'ait imposé des règles dans ta propre maison, qu'il t'ait isolée de tes petits-enfants, tout cela, ce sont des tactiques de manipulation. » De la manipulation? Pourquoi faire? Pour que tu acceptes la situation, pour que tu te sentes si vaincu que tu ne te battras pas quand viendra le moment de signer les papiers de ta mise sous tutelle. Charles s'est approché et m'a pris les mains. « Mais j'ai quelque chose qui peut t'aider. » Il a mis la main dans sa poche et a sorti un petit appareil noir. « Qu'est-ce que c'est que pas comme les cestes ?» C'est un enregistreur numérique. Depuis que je me méfiais des intentions de Lorraine, j'ai commencé à enregistrer les conversations que j'entendais depuis mon jardin. Mon cœur a fait un bond. « Tu as des enregistrements d'elle ?» J'ai 3 conversations téléphoniques où elle parle spécifiquement de s'emparer de ta maison. Dans l'une d'elles, elle mentionne même qu'elle est en train de falsifier certains documents médicaux. Falsifier des documents médicaux? Apparemment, elle a des contacts à l'hôpital. Quelqu'un qui peut modifier des rapports pour faire croire que tu as une détérioration cognitive. La pièce a commencé à tourner autour de moi. La trahison n'était plus profonde et plus criminelle que ce que j'avais imaginé. Charles, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Parce que je savais que tu ne m'aurais pas cru. Jusqu'à hier, tu les défendais encore.
Tu justifiais encore leur comportement. Tu avais besoin de voir de tes propres yeux ce dont ils étaient incapables. Il avait raison. Si Charles m'avait raconté tout ça il y a une semaine, j'aurais trouvé 1000 excuses pour Lorraine et Mathieu. De plus, a-t-il poursuivi, j'avais besoin de plus de preuves. Ma parole contre la leur ne suffisait pas. Et maintenant, tu as assez de preuves ? Charles a souri pour la première fois depuis son arrivée. J'ai mieux que des preuves, Florence. J'ai un allié. Un allié ? Tu te souviens de Raoul Chevalier, l'avocat qui s'est occupé de la succession de ta sœur ? Bien sûr que je m'en souvenais. Raoul était un homme intègre de ces vieux avocats qui croyaient encore en la justice. Raoul, et c'est mon cousin, m'a dit Charles. Je lui ai tout raconté et il a mené sa propre enquête de Lorraine, ses antécédents judiciaires, ses relations. Charles a fait une pause dramatique. Florence, Lorraine n'est pas celle qu'elle prétend être. Que veux-tu dire ? Son vrai nom est Lorraine Leclerc, mais avant, elle s'appelait Lorraine Dubois. Elle a changé de nom il y a 10 ans. Pourquoi changerait-elle de nom ? Parce qu'elle fuyait des accusations de fraude à Lyon. Lorraine a déjà fait ça avant, Florence. Elle a déjà escroqué d'autres personnes âgées. Le monde s'est arrêté autour de moi. Tout a commencé à prendre un sens terrible. Il y a plus, a continué Charles. Raoul a trouvé au moins 3 cas similaires à Lyon et à Marseille. Lorraine épouse des hommes qui ont des mères âgées avec des biens immobiliers. Puis, elle les isole systématiquement, les manipule et les dépouille de leurs biens. Et qu'arrive-t-il à ces femmes ensuite ? Charles m'a regardé avec une profonde tristesse. 2 d'entre elles ont fini dans des asiles psychiatriques. Une est morte seule, sans famille. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de pure fureur. Charles, ai-je dit d'une voix ferme, j'ai besoin de voir Raoul. J'ai besoin de voir toutes ces preuves. Je m'en doutais, a-t-il répondu. Raoul t'attend à son bureau cet après-midi. Nous pouvons y aller ensemble. Et si Lorraine et Mathieu demandent où je suis, nous leur dirons que tu es allé chez le médecin pour un contrôle post-opératoire, que je t'ai accompagné parce que je suis ton voisin responsable. Je me suis levée du banc avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Charles, tu crois qu'on peut l'arrêter ? Florence, m'a-t-il dit avec un sourire féroce. Non seulement nous pouvons l'arrêter, mais nous pouvons la détruire. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri pour de vrai. La guerre avait commencé. Le bureau de Raoul Chevalier était exactement comme dans mes souvenirs, rempli de livres de droit, de diplômes au mur et de cette odeur de café fort qui caractérisait les avocates de la vieille école. Mais cette fois, son bureau était couvert de dossiers, de photographies et de documents qui allaient changer ma vie pour toujours. Florence, m'a dit Raoul en se levant pour me saluer. Je suis vraiment désolée que nous devions nous rencontrer dans ces circonstances, mais je suis heureux de savoir que vous êtes enfin prête à vous battre. Je suis plus que prête, Raoul. Je suis furieuse. Parfait, a-t-il répondu avec un sourire. La fureur est un excellent carburant pour la justice. Charles et moi nous sommes assis en face de son bureau pendant que Raoul ouvrait le premier dossier. Commençons par le début, a-t-il dit. Lorraine Dubois, actuellement connue sous le nom de Lorraine Mercier, est née Lorraine Leclerc à Lyon en 1945. Elle a changé de nom légalement 3 fois au cours des 15 dernières années. Il m'a montré une série de documents officiels, des actes de naissance, des changements de nom, des registres d'état civil. Pourquoi tant de changements de nom ? Parce qu'à chaque fois qu'elle finit d'escroquer une famille, elle a besoin de repartir avec une identité propre. Raoul a ouvert un deuxième dossier. Cas numéro 1. Marie-Esther Roche, veuve de 72 ans à Lyon. Lorraine a épousé son fils, Roberto, et en 2019. En moins de 2 ans, Marie-Esther a été déclarée mentalement incapable et a perdu sa maison.
Il m'a montré des photos d'une femme âgée, souriante sur les premières photos, décharnée et confuse sur les dernières. Qu'est-il arrivé à Marie-Esther? Elle est internée dans un asile psychiatrique. Sa famille croit qu'elle souffre de démence sénile, mais les médecins indépendants que j'ai engagés ont trouvé des traces de médicaments psychotropes dans son sang. Ils la droguaient, c'est très probable. Les mêmes médicaments qu'on vous a donnés à l'hôpital apparaissent en concentration anormale dans les analyses de Marie-Esther. Un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis souvenu de la confusion que je ressentais pendant mon séjour à l'hôpital, de la difficulté à me concentrer, de la façon dont Lorraine insistait toujours pour me donner mes pilules personnellement. Cas numéro 2, a poursuivi Raoul en ouvrant un autre dossier. Hélène Duval, 68 ans, à Marseille. Les photos d'Hélène racontaient la même histoire. Une femme vibrante qui devenait progressivement plus fragile et confuse. Hélène a perdu sa maison et ses économies. Elle est morte 6 mois plus tard dans un accident que la police a classé comme une chute accidentelle dans les escaliers. Vous pensez que c'était accidentel? Je pense que Hélène en savait trop et était devenue un problème. Raoul a fermé ce dossier et en a ouvert un troisième. Cas numéro 3. Carmen Lefebvre, 75 ans, Bordeaux. Celui-ci est particulièrement intéressant parce que Carmen a réussi à s'échapper avant que le plan ne soit achevé. Comment s'est-elle échappée? Sa sœur était avocate. Quand elle a commencé à avoir des soupçons, elle a engagé un détective privé. Il m'a montré des photos d'une femme âgée fuyant une maison avec une petite valise, aidée par une femme plus jeune. Carmen est vivante et en bonne santé. Elle vit avec sa sœur aux États-Unis, mais elle a perdu tout son patrimoine en France. Et toutes ces femmes ont été victimes du même schéma. Exactement le même. Lorraine séduit des hommes ayant des mères âgées qui possèdent des biens. Elle se marie rapidement, entame un processus d'isolement et de manipulation, falsifie des documents médicaux, obtient la tutelle légale et dépouille la victime de ses biens. Raoul a ouvert un dossier plus grand. Mais voici ce qui est vraiment intéressant, Florence. J'ai enquêté sur les mouvements financiers de Lorraine au cours des 2 dernières années. Il m'a montré des relevés de comptes bancaires, des registres de virements, des documents d'investissement. Lorraine a déplacé plus de 200 000 € au cours des 2 dernières années, de l'argent qu'elle ne peut justifier par aucun travail légitime. D'où venait cet argent? De la vente des propriétés de ses victimes précédentes. Marie-Esther avait une maison évaluée à 80 000 €. Hélène avait des biens d'une valeur de 120 000 €. Tout cet argent a disparu. Charles s'est penché en avant. « Raoul, montre-lui les photos que tu as prises. » Raoul a souri et a ouvert un dernier dossier. C'est ce que Charles m'a demandé d'enquêter spécifiquement. À l'intérieur se trouvaient des photographies prises au téléobjectif. Lorraine entrant et sortant de cabinets d'avocats. Lorraine rencontrant des hommes en costume que je ne reconnaissais pas. Lorraine remettant des documents dans des bureaux administratifs. Ces photos ont été prises pendant les 3 semaines où vous étiez à l'hôpital, m'a expliqué Raoul. Lorraine était très occupée à exécuter la phase finale de son plan. Quelle phase finale? Regardez ça. Il m'a montré des copies de documents officiels. Lorraine a entamé une procédure judiciaire pour vous faire déclarer mentalement incapable. Voici les demandes qu'elle a déposées auprès du juge des affaires familiales. J'ai lu les documents, avec une horreur croissante. Lorraine alléguait que je souffrais de démence sénile, que j'étais un danger pour moi-même, que j'avais besoin d'une tutelle légale immédiate. Et ces rapports médicaux falsifiés. J'ai engagé un expert en documents judiciaires. La signature du médecin est réelle, mais le contenu a été modifié après sa signature. Comment a-t-elle réussi à faire signer ça à un médecin? Le docteur Simon Roche, le neurologue qui est censé vous avoir évalué, ne vous a jamais vu. Il a signé un document en blanc en guise de faveur pour Lorraine, qui lui a dit que c'était pour accélérer des démarches d'assurance maladie. La trahison était plus profonde que ce que j'avais imaginé. « Florence, m'a dit Raoul, si nous n'étions pas intervenus, dans 2 semaines, vous auriez été déclarée légalement incapable. Lorraine aurait obtenu la tutelle complète sur vous et vos biens.
Et après? Après, vous auriez fini comme Marie et Esther, dans un asile, droguée et confuse, pendant que Lorraine vendait votre maison et gardait tout. Charles m'a pris la main. Mais maintenant, non, nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin pour l'arrêter. Quel genre de preuves? Raoul a commencé à énumérer. Des enregistrements audio où Lorraine discute de son plan, des documents falsifiés, des preuves de fraude financière, des témoignages des victimes précédentes, des relevés bancaires montrant le blanchiment d'argent. Et c'est suffisant pour l'envoyer en prison? C'est suffisant pour l'envoyer en prison pour très longtemps. Nous parlons de fraude, de falsification de documents, d'abus de personnes âgées et de suspicion d'homicide. Homicide? Le cas d'Hélène Duval. J'ai des preuves qui suggèrent que sa mort n'était pas accidentelle. Raoul a fermé tous les dossiers et m'a regardé droit dans les yeux. Florence, vous avez 2 options. Nous pouvons aller directement à la police avec toutes ces preuves et faire arrêter Lorraine immédiatement. Quelle est la deuxième option? Nous pouvons lui enregistrer une confession complète qui non seulement l'enverra en prison, mais nous aidera aussi à récupérer l'argent de toutes ses victimes. Charles a vigoureusement hoché la tête. Je vote pour le piège. Cette femme doit payer pour tout ce qu'elle a fait. Que devrais-je faire? Prétendre que vous êtes toujours la victime sans défense. Faire croire à Lorraine qu'elle a gagné. Et quand elle sera complètement confiante, quand elle sera prête à donner le coup de grâce, nous la détruisons. Ai-je terminé la phrase? Exactement. Je suis restée silencieuse un instant, assimilant toutes les informations. Lorraine avait prévu de me voler non seulement ma maison, mais ma liberté, ma dignité et peut-être même ma vie. Raoul, ai-je finalement dit, de combien de temps avez-vous besoin pour préparer le piège? 1 semaine, peut-être 2. Et pendant ce temps, que dois-je faire? Vous rentrez chez vous et vous agissez comme si de rien n'était. Laissez-la croire qu'elle est en train de gagner. Pendant ce temps, nous installerons du matériel d'enregistrement et préparerons les preuves finales. Je me suis levée de ma chaise avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Faisons-le. Charles a souri. Vous en êtes sûre, Florence? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie. Raoul s'est levé et m'a tendu la main. Alors, officiellement, Madame Mercier, vous venez de retenir mes services juridiques pour détruire Lorraine Dubois. Et combien je vous dois pour tout ça? Rien, Florence. Cette affaire est personnelle pour moi. Les femmes comme Lorraine sont un fléau qui doit être éradiqué. Nous sommes sortis du bureau avec 3 sacs remplis de preuves et un plan qui allait tout changer. La chasse avait commencé, et cette fois, j'étais le prédateur. Les jours suivants furent les plus difficiles de ma vie, mais pas pour les raisons que Lorraine imaginait. Chaque matin, je me levais et je devais jouer le rôle de la grand-mère vaincue et confuse qu'elle s'attendait à voir. Chaque faux sourire que je lui adressais, chaque « oui, tu as raison » que je prononçais, chaque moment de soumission feinte me brûlait de l'intérieur comme de l'acide. Mais c'était nécessaire. Raoul avait été clair. Lorraine devait se sentir complètement en sécurité pour commettre l'erreur finale qui la coulerait pour de bon. Pendant la journée, alors qu'il sortait travailler, Charles venait discrètement chez moi. Nous avons fait venir des techniciens spécialisés qui ont installé des microphones invisibles dans le salon, la cuisine et la salle à manger. Des caméras minuscules qui ressemblaient à de simples bibelots. Ma maison était devenue un piège technologique parfait. Tout est connecté à un système d'enregistrement chez moi, m'a expliqué Charles. Chaque mot qu'ils diront sera enregistré en haute définition. Raoul avait également installé une application spéciale sur mon téléphone. Si vous appuyez sur ce bouton, m'a-t-il montré une icône discrète, un enregistrement d'urgence se déclenche immédiatement et est envoyé à mon bureau et à la police. Mais la partie la plus difficile n'était pas la technologie, c'était de maintenir mon rôle. Lorraine, lui ai-je dit un matin pendant le petit déjeuner, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit à propos de la maison de retraite. Ses yeux se sont illuminés comme ceux d'un requin qui sent le sang. Ah oui, belle maman, et à quoi as-tu pensé? Peut-être que tu as raison.
Peut-être que je ne peux plus m'occuper de moi-même. C'était écœurant de voir la satisfaction sur son visage. Je suis très contente que tu le vois ça, comme ça. Je connais un endroit très joli, très calme. Les infirmières sont très gentilles. Comment s'appelle cet endroit? Villa Espoir. C'est un peu cher, mais ne t'inquiète pas pour ça. Nous nous occuperons de toutes les dépenses. Villa Espoir, le même établissement où ils avaient interné Marie et Esther. Et quand pourrions-nous le visiter? Eh bien, a dit Lorraine, essayant de contenir son excitation, nous pourrions y aller cette semaine. En fait, je leur ai déjà parlé. Ils ont une place de disponible. Bien sûr qu'elle leur avait déjà parlé. Et qu'adviendrait-il de mes affaires? De mes médicaments? Ne t'inquiète pour rien de tout ça, belle maman. Je m'occuperai de tous ces détails. Tu n'as qu'à signer quelques petits papiers pour que je puisse mieux t'aider. Des petits papiers. Les documents de tutelle qui feraient de moi sa prisonnière légale. Quelle sorte de petits papiers? Rien de compliqué. Juste des autorisations pour que je puisse gérer tes comptes bancaires, ta pension, la vente de la maison. Vous allez vendre la maison? Oh, belle maman, une si grande maison vide n'a pas de sens. Il vaut mieux la vendre et utiliser cet argent pour tes soins à la maison de retraite. Pour ses soins à la maison de retraite et pour son compte bancaire personnel. Ça semble très raisonnable, lui ai-je dit, bien que chaque mot me fasse mal comme un coup de poignard. Ce soir-là, Lorraine et Mathieu ont célébré. Je les ai entendus depuis ma chambre, riant et trinquant avec du vin cher. On a presque terminé, ai-je entendu Lorraine dire. Demain, on emmène la vieille visiter la maison de retraite. Après-demain, on signe les papiers de tutelle et la semaine prochaine, on est libre. Libre de quoi? A demandé Mathieu. De ta mère, idiot! On n'aura plus à faire semblant de s'en soucier. Mon propre fils a ri. Il a ri à l'idée de se débarrasser de moi. Mais j'avais aussi des raisons de célébrer. Chaque mot qu'il disait était enregistré en haute définition. Le lendemain, je suis allée avec eux à la Villa Espoir. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Un lieu froid, impersonnel, qui sentait le désinfectant et le désespoir. Les résidents que j'ai vus étaient des fantômes de personnes, assis dans des fauteuils roulants, regardant dans le vide. « Qu'en penses-tu, belle maman ?» m'a demandé Lorraine, alors que nous marchions dans les couloirs. « Ça a l'air très calme. »« Exactement. Ici, tu n'auras à te soucier de rien. Les infirmières s'occupent de tout. » J'ai rencontré la directrice, une femme nommée Tania Roche, qui avait clairement déjà parlé avec Lorraine. « Nayen, Madame Mercier, m'a-t-elle dit d'une voix professionnelle mais froide. Votre belle-fille m'a parlé de votre situation. Nous sommes prêts à vous donner les soins spécialisés dont vous avez besoin. Quelle sorte de soins spécialisés? Eh bien, les personnes dans votre condition ont souvent besoin de médicaments pour rester calmes, pour éviter les épisodes de confusion ou d'agitation. Des médicaments pour me garder calme, droguée et docile, comme Marie Lester. Je comprends, ai-je répondu. Et bien sûr, a poursuivi la directrice, une fois que vous serez ici, il sera préférable de limiter les visites. Trop de stimulation extérieure peut être contre-productif pour les patients dans votre état. Limiter les visites, me couper complètement du monde extérieur. Et quand pourrais-je emménager ici? Lorraine et la directrice se sont regardées. Nous pourrions toutes préparer pour lundi, a dit Tania. Lundi, dans 5 jours. Parfait, ai-je répondu avec la voix la plus faible que j'ai pu feindre. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix. Sur le chemin du retour, Lorraine ne pouvait cacher son euphorie. Tu verras, tu seras très bien là-bas, belle maman. C'est le mieux pour tout le monde. Oui, ai-je dit en regardant par la fenêtre. Le mieux pour tout le monde. Ce soir-là, Charles est venu me voir après que Lorraine et Mathieu se soient endormis. Comment ça s'est passé? Parfaitement. Ils ont déjà une date. Lundi, ils m'internent. Et les papiers de tutelle?
Il les apporte demain. Lorraine veut que je les signe avant le week-end. Charles a souri avec une satisfaction féroce. Excellent. Raoul a déjà tout préparé. Demain après-midi, quand Lorraine viendra avec les papiers, ce sera sa fin. Vous êtes sûr que tout va bien se passer? Florence, c'est mince. Demain, Lorraine va avouer tous ses crimes en pensant qu'elle parle à une victime sans défense. Tout sera enregistré. Après ça, aucune puissance sur Terre ne pourra la sauver. Je suis restée éveillée toute la nuit, non pas par nervosité, mais par anticipation. Pendant des semaines, j'avais été la victime. Pendant des années, j'avais été la sotte, qui ne voyait pas les signes. Mais demain, pour la première fois depuis longtemps, ce serait moi qui aurais le contrôle. Demain, Lorraine Dubois connaîtrait la vraie Florence Mercier, et elle regretterait d'avoir sous-estimé une femme de 69 ans qui avait survécu à tout ce que la vie lui avait jeté au visage. Le piège était prêt. Il ne manquait plus qu'à la proie de tomber dedans. Le vendredi après-midi est arrivé comme une tempête qui couvait depuis des années. Lorraine est entrée dans la maison avec un dossier plein de documents et ce sourire de prédateur que je connaissais trop bien. Mathieu la suivait comme toujours, évitant mon regard, portant une mallette qui semblait contenir ma condamnation à mort. « Belle maman », m'a dit Lorraine d'une voix mielleuse. « On a apporté les papiers que tu dois signer pour que nous étions assis dans mon salon, entourés de mes meubles déplacés et des microphones cachés qui enregistreraient chaque mot. » Mon doigt reposait sur le bouton d'urgence du téléphone, mais ce n'était pas encore le moment. « Quelle sorte de papiers ?» ai-je demandé d'une voix tremblante, jouant mon rôle de vieille femme confuse une dernière fois. « Rien de compliqué, » a répondu Lorraine en étalant les documents sur la table en plastique. « Juste des autorisations pour que je puisse mieux m'occuper de toi. » J'ai pris les papiers, avec des mains que je feignais de faire trembler, et j'ai commencé à lire. Des documents de tutelle légale, un transfert de pouvoir sur mes comptes bancaires, une autorisation de vendre ma maison, un nouveau testament qui laissait tout à Mathieu, avec Lorraine comme administratrice. « Lorraine, lui ai-je dit doucement, cela semble très définitif. C'est pour ton bien, belle maman. À ton âge, ces décisions sont très difficiles à prendre seule. Et si je change d'avis plus tard ?» Pour la première fois, j'ai vu une lueur d'impatience dans ses yeux. « Tu ne changeras pas d'avis. À la maison de retraite, tu seras très à l'aise, sans souci. » Comme Marie-Esther Roche ? Le silence qui a suivi a été assourdissant. Lorraine est restée figée, son sourire mourant sur ses lèvres. Mathieu a levé les yeux de son téléphone pour la première fois depuis des semaines. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a chuchoté Lorraine. J'ai demandé si je serais à l'aise comme Marie-Esther Roche à Lyon. Tu te souviens de Marie-Esther, Lorraine ? Le visage de Lorraine était devenu blême, presque gris. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, tu ne te souviens pas non plus d'Hélène Duval de Marseille ou de Carmen Lefebvre de Bordeaux ? Lorraine s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Qui t'a dit ces noms ? La même personne qui m'a parlé de tes 3 changements d'identité, des 200 000 € que tu as volés, des documents médicaux falsifiés. Mathieu s'est également levé, complètement confus. Maman, de quoi tu parles ? Je parle du fait que ta femme est une escroc professionnelle, mon fils. Une femme qui se consacre à voler des personnes âgées sans défense. Tu es folle, a crié Lorraine, perdant complètement son sang-froid. Tu es complètement sénile. Sénile ? Comme le faux rapport du docteur Simone Roche qui ne m'a jamais examiné ? Lorraine a reculé comme si je l'avais frappée. Impossible. Tu ne peux pas savoir ça. Je sais beaucoup de choses, Lorraine. Ou devrais-je t'appeler par ton vrai nom, Lorraine Leclerc ? Tais-toi. Mais je ne faisais que commencer. Je me suis levée de ma chaise et pour la première fois depuis des mois, je me suis redressée de toute ma hauteur et ma dignité. Je sais ce que tu as drogué Marie-Esther, jusqu'à en faire un légume. Je sais ce que Hélène Duval n'est pas morte dans un accident. Je sais que tu prévois de me faire la même chose depuis des années. Tu n'as aucune preuve ? J'ai souri. Un sourire qui glaçait le sang. Je n'ai pas de preuves ? On parie ? Glacé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai activé le haut-parleur. La voix de Lorraine a rempli la pièce. On a presque terminé ? Demain, on emmène la vieille visiter la maison de retraite.
Après-demain, on signe les papiers de tutelle. Et la semaine prochaine, on est libre. Le visage de Lorraine s'est complètement décomposé. Comment? J'ai des enregistrements de toutes tes conversations téléphoniques, Lorraine, et j'ai des copies des documents falsifiés. J'ai des témoignages de tes victimes précédentes. J'ai appuyé sur un autre bouton et un autre enregistrement s'est fait entendre. La vieille ne va pas tenir longtemps et il faut accélérer le processus. Mathieu s'est laissé tomber sur le canapé, comprenant enfin l'ampleur de ce qui se passait. Lorraine, murmura-t-il, c'est vrai? Ne la crois pas, elle invente de ton moitié. Mais je continuais à diffuser des enregistrements, sa voix conspirant avec des avocats corrompus. Ses conversations sur la falsification de documents médicaux, ses plans détaillés pour me droguer à la maison de retraite. « Arrête !» a crié Lorraine en essayant de m'arracher le téléphone. « Arrête ça !»« Pourquoi devrais-je arrêter ? Comme tu as arrêté quand Marie-Esther te suppliait de ne pas l'interner, comme tu as arrêté quand Hélène a découvert ton plan et a fini morte. » Hélène est tombée dans les escaliers. Oui, et par hasard, elle est tombée le jour même où elle allait parler à un avocat à ton sujet. Lorraine s'est tue, réalisant qu'elle en avait trop dit. Tu viens d'admettre que tu savais qu'elle prévoyait de parler à un avocat, lui ai-je dit calmement. Comment pouvais-tu le savoir si tu n'étais pas impliqué dans sa mort? À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Charles est entré, suivi de Raoul et de 2 policiers. « Bonjour, Madame Dubois », a dit l'un des officiers. « Ou devrais-je dire Madame Leclerc ?» Lorraine a regardé vers la porte comme un animal acculé. « Lorraine Leclerc », a poursuivi le policier. « Vous êtes en état d'arrestation. Pour fraude, falsification de documents, abus de personnes âgées et suspicion d'homicide. » Vous ne pouvez pas m'arrêter, je n'ai rien fait de mal. Raoul s'est approché avec un dossier rempli de documents. Nous avons toutes les preuves nécessaires, Madame Leclerc, y compris la confession que vous venez de faire il y a quelques minutes. Lorraine s'est tournée vers moi, les yeux remplis d'une haine pure. Toi, tout ça, c'était un piège. Exactement, ai-je répondu avec un calme absolu. Tout comme tu m'as tendu un piège pendant des années, les policiers lui ont passé les menottes, alors qu'elle criait des menaces et des dénégations. Mathieu, fais quelque chose, tu ne peux pas les laisser emmener ta femme. Mais Mathieu était assis sur le canapé, la tête entre les mains, en larmes. Maman, m'a-t-il dit sans lever les yeux. Pardonne-moi, je ne savais pas. Je pensais que... Tu pensais quoi, mon fils? Je pensais qu'elle t'aimait, je pensais que tout ce qu'elle faisait, c'était pour notre bien. Je me suis approchée de lui et j'ai posé ma main sur son épaule. Mathieu, tu as aussi été une victime de Lorraine. Elle t'a manipulé de la même manière qu'elle a essayé de me manipuler. Mais j'aurais dû m'en rendre compte. Je suis ton fils, j'aurais dû te protéger. Tu as l'occasion de le faire maintenant. Alors qu'ils emmenaient Lorraine, elle m'a crié une dernière menace. Ça ne va pas en rester là, vieille peau. Je vais te détruire. Tu n'as plus le pouvoir de détruire qui que ce soit, lui ai-je répondu. Ton règne de terreur s'est terminé aujourd'hui. La porte s'est refermée derrière elle. Et pour la première fois depuis des années, ma maison était de nouveau vraiment la mienne. Raoul s'est approché avec un sourire de satisfaction. Florence, vous venez d'aider à mettre en prison l'une des escrocs les plus dangereuses du pays. Et les autres victimes, avec les preuves que nous avons rassemblées, nous pourrons récupérer une grande partie de l'argent volé. Marie-Esther pourra sortir de la maison de retraite. La famille d'Hélène obtiendra justice. Je me suis assise sur mon canapé récupéré, dans mon salon reconquis, entourée des quelques personnes qui m'aimaient vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment chez moi. La guerre était terminée et j'avais gagné. Les jours qui ont suivi l'arrestation de Lorraine ont été comme un réveil après un cauchemar qui avait duré des années.
Ma maison, pour la première fois depuis si longtemps, a recommencé à respirer. Les murs semblaient plus clairs, l'air plus pur, comme si le venin de cette femme avait contaminé jusqu'à l'atmosphère. Mathieu était resté avec moi cette première nuit. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il était trop honteux, et j'étais trop épuisée émotionnellement. Mais pour la première fois depuis des années, mon fils a dormi dans son ancienne chambre, comme lorsqu'il était enfant et faisait des cauchemars. « Maman, m'a-t-il dit le lendemain matin, alors que nous prenions un café dans des tasses qui étaient enfin les miennes, « je ne sais pas comment te demander pardon. » « Tu n'as pas besoin de me demander pardon, mon fils. Tu as besoin de comprendre ce qui s'est passé. Je comprends que j'ai été un idiot. Je comprends que j'ai laissé cette femme te faire du mal. »« Tu comprends de mal, » lui ai-je dit doucement. Lorraine était une professionnelle, Mathieu. C'était son métier. Tu as aussi été une victime de sa manipulation. C'était vrai. Raoul m'avait expliqué que Lorraine avait un schéma spécifique pour contrôler les enfants de ses victimes. Elle les isolait progressivement de leur mère, leur remplissait la tête de mensonges sur le caractère difficile et problématique des personnes âgées, leur faisait croire qu'elles étaient des fardeaux trop lourds. « Mais j'aurais dû m'en rendre compte quand tu as changé, » a insisté Mathieu. « Quand tu as cessé d'être toi-même. » Quand ai-je cessé d'être moi-même ? Il y a environ 2 ans, tu as arrêté de m'appeler tous les jours. Tu as arrêté d'insister pour qu'on aille déjeuner le dimanche. Brisé en réalisant que Mathieu avait interprété mon éloignement comme un désintérêt, alors qu'en réalité, c'était le résultat des rejets constants que Lorraine orchestrait. « Mon fils, je n'ai jamais cessé de t'appeler. Lorraine me disait que tu étais occupé, que tu ne voulais pas être dérangé. » Quoi ? Et j'ai cessé d'insister pour les repas de famille parce qu'il y avait toujours des excuses. Il y avait toujours quelque chose de plus important que de venir voir ta mère. Mathieu a mis son visage dans ses mains. « Mon Dieu, maman, elle nous a délibérément séparés. » Bien sûr que oui. Une mère présente est un obstacle pour une escroc. Le jour même, nous avons commencé à reconstruire ce qu'elle avait détruit. Mathieu a apporté une camionnette et nous sommes allés récupérer mes meubles dans les endroits où Lorraine les avait donnés. Mon fauteuil à bascule était à l'église Saint-Joseph, mon vaisselier en verre chez un prêteur sur gage, ma table en bois massif chez une cousine de Lorraine. « Excusez-moi, ai-je dit à la cousine quand nous sommes allés récupérer ma table, mais cette table est à moi. Elle a été volée. » « Mais Lorraine m'a dit qu'elle la vendait parce que vous n'en aviez plus besoin, » a protesté la femme. « Lorraine est en prison pour vol, » l'a informé Mathieu. « Vous pouvez le vérifier auprès de la police. » Nous avons récupéré la table sans problème. Nous sommes aussi allés chez le prêteur sur gage pour mon vaisselier en verre. Le propriétaire a d'abord résisté, mais quand Raoul est arrivé avec les documents légaux prouvant le vol, il n'a eu d'autre choix que de me le rendre. « Votre belle-fille m'a dit que vous étiez morte, » m'a dit l'homme, « qu'elle était l'héritière. » « Comme vous pouvez le voir, » ai-je répondu, les rumeurs sur ma mort étaient grandement exagérées. Mais récupérer mes meubles était la partie facile. Le plus difficile était de récupérer mes petits-enfants. Élise est arrivée cet après-midi-là, courant et pleurant. Elle s'est jetée dans mes bras comme si elle ne m'avait pas vue depuis des années. « Mamie, papa m'a raconté ce qui s'est passé. Je ne savais pas que maman te faisait du mal. » « Je sais, mon amour, tu n'y es pour rien. Mais j'aurais dû venir te voir plus souvent. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Mon cœur, tu n'as que 17 ans. Ce n'était pas ta responsabilité de me protéger des adultes. » Élise, elle a pleuré dans mes bras pendant 1 heure. Elle m'a raconté comment Lorraine lui avait dit que j'étais très malade, que les visites me perturbaient, qu'il valait mieux me laisser tranquille et sans stress. Elle me disait que si je te rendais trop visite, tu pourrais avoir une crise cardiaque, m'a avoué Élise, qu'à ton âge, trop d'émotions n'était dangereux. Et tu l'as cru. J'avais tellement peur de te faire du mal. Lorraine en savait tant sur la médecine, elle parlait toujours de tes maladies comme si elle était médecin.
Bien sûr qu'elle en savait sur la médecine. Elle avait étudié les cases de ses victimes précédentes. Elle savait exactement quels mensonges médicaux semblaient convaincants. « Mon amour, » ai-je dit à Élise, « à partir de maintenant, si quelqu'un te dit que tu ne peux pas voir ta grand-mère, que cette personne me le demande directement. Je peux rester ici ce soir, comme avant. Tu peux rester toutes les nuits et ce que tu me dis que tu veux. » Ce soir-là, Élise a dormi sur le canapé du salon, comme elle le faisait quand elle était petite et avait peur de dormir seule. Mathieu est resté dans son ancienne chambre, et j'ai dormi dans mon propre lit, dans ma propre chambre, pour la première fois depuis des semaines. Les jours suivants ont apporté d'autres réconciliations. Ma sœur Carmen est arrivée de Bordeaux. « Florence » m'a-t-elle dit dès qu'elle m'a vue. « Je savais que quelque chose n'allait pas. Ça fait des mois que j'essayais de te parler, et on me disait toujours que tu étais malade ou que tu dormais. Tu as essayé de me parler ? » Bien sûr que oui. Je t'ai appelé au moins 20 fois ces derniers mois. Lorraine répondait toujours et me disait que tu ne pouvais pas parler. Un autre mensonge, un autre lien délibérément coupé. Mes amis que j'avais perdus sont aussi venus. Paola, ma compagne de tricot. Nicole, ma voisine de toujours. Elles aussi avaient essayé de me contacter et recevaient toujours des excuses de la part de Lorraine. « On pensait que tu ne voulais plus nous voir, » m'a dit Paola, « que tu étais devenue très sélective avec tes amitiés. » Sélective ? Lorraine nous a dit que tu préférais être seule, que les visites te fatiguaient beaucoup. Peu à peu, tous les mensonges de Lorraine ont été révélés. Elle avait construit une muraille invisible autour de moi, coupant systématiquement tous mes liens sociaux et familiaux. Mais maintenant, ces connexions se rétablissaient. Ma maison s'est de nouveau remplie de vie, de rires, de conversations authentiques. Élise a amené ses amis pour étudier sur ma table récupérée. Mathieu a commencé à venir dîner le dimanche comme avant. Carmen me rendait visite toutes les semaines. « C'est comme si tu avais ressuscité », m'a dit Charles un après-midi alors que nous prenions un café sur ma terrasse. C'est exactement ce que je ressens, comme si j'étais revenue du monde des morts. Et que ressens-tu envers Mathieu ? C'était une bonne question. Ma relation avec mon fils avait été endommagée, mais pas brisée. Il avait aussi été une victime, manipulé et trompé par une experte. Je me sens comme une mère qui a retrouvé son fils, ai-je répondu. Mathieu n'est pas méchant, Charles. Il était juste perdu. Et tu lui pardonnes ? Je lui ai déjà pardonné, mais maintenant, il doit se pardonner à lui-même. C'était vrai. Mathieu portait une énorme culpabilité. Il s'excusait constamment, essayant de compenser des années de négligence en quelques semaines. Mais je savais que la guérison prendrait du temps. Un soir, alors que nous dînions ensemble pour la première fois depuis des années, Mathieu m'a demandé « Maman, tu crois qu'un jour je pourrai regagner ton respect ?»« Mon fils, » lui ai-je dit en lui prenant la main, « tu n'as jamais perdu mon respect. Tu as perdu ton chemin, mais je n'ai jamais cessé d'être ta mère, ni toi d'être mon fils. » Cette nuit-là, il a pleuré comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis qu'il était enfant, mais c'était des larmes curatives. Des larmes qu'il avait des années de manipulation et de mensonges. Ma maison est redevenue un foyer, ma famille est redevenue une famille, et je suis redevenue moi-même. Florence Mercier, survivante, combattante, matriarche d'une famille qui avait appris à ses dépens la valeur de la vérité et le danger des mensonges. La reconstruction avait commencé, et cette fois, personne ne l'arrêterait. 6 mois après le jour qui a changé ma vie pour toujours, je suis assise dans mon fauteuil à bascule récupéré, dans mon salon restauré, regardant Élise étudier sur ma table en bois massif, tandis que le soleil de l'après-midi entre par les rideaux que j'ai moi-même brodés. C'est une image simple, quotidienne, mais pour moi, elle représente la plus grande victoire de ma vie. Lorraine a été condamnée à 12 ans de prison. Les chefs d'accusation étaient multiples. Fraude, falsification de documents, abus de personnes âgées, complot et homicide au second degré
pour la mort d'Hélène Duval. Le juge a déclaré qu'elle était l'une des escrocs les plus sophistiqués qu'il ait vus dans sa carrière. Madame Leclerc opérait avec la froideur d'un prédateur, avait-il déclaré lors du verdict. Ses victimes, ce n'étaient pas seulement des personnes âgées vulnérables, mais des familles entières qui ont été détruites par ses mensonges. Marie-Esther Roche a été libérée de l'asile psychiatrique après que les médecins ont confirmé qu'elle avait été systématiquement droguée. Elle vit maintenant avec sa sœur à Lyon et se remet lentement. Elle m'a écrit une lettre magnifique, me remerciant d'avoir eu le courage qu'elle n'avait pas pu avoir. La famille d'Hélène Duval a enfin obtenu justice. L'enquête a confirmé qu'elle avait été assassinée le jour où elle prévoyait de rencontrer un avocat pour dénoncer Lorraine. Sa mort n'avait pas été un accident. Carmen Lefebvre, la femme qui avait réussi à s'échapper aux États-Unis, est revenue en France pour témoigner au procès. Nous sommes devenus amis après le processus. C'est incroyable comme la douleur partagée peut créer des liens si forts. Florence, m'a-t-elle dit lors d'une de ses visites, tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Tu ne t'es pas seulement défendue toi-même. Tu nous as toutes défendues. La véritable guérison n'est pas venue de voir Lorraine derrière les barreaux, mais de reconstruire ma vie et ma famille. Mathieu a complètement changé après cette expérience. Il a divorcé de Lorraine avant le procès et est revenu vivre avec moi temporairement. Le temps de digérer tout ce qui s'était passé. Il a commencé une thérapie psychologique pour travailler sur la manipulation qu'il avait subie. « Maman, m'a-t-il dit un soir pendant le dîner, je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. » Les prédateurs émotionnels sont des experts dans leur domaine. Mon fils. Ne te blâme pas d'avoir été la victime d'une professionnelle. Notre lien est maintenant tous les jours et devient dîner 2 fois par semaine et m'inclut dans toutes les décisions importantes de sa vie. Il a appris de la manière la plus douloureuse la valeur d'une mère. Élise passe maintenant les week-ends avec moi, étudie sur ma table, m'aide à cuisiner, me raconte ses secrets comme avant. Notre relation ne s'est pas seulement réparée, elle s'est approfondie. Mamie, m'a-t-elle dit récemment, quand je serai grande, je veux être comme toi. Comme moi, mon amour, forte, courageuse, pour que personne ne puisse me tromper. J'ai souri, mais j'ai aussi ressenti une énorme responsabilité. Cette expérience lui avait enseigné de précieuses leçons sur la manipulation et la tromperie, mais je ne voulais pas qu'elle devienne méfiante envers le monde. Mon cœur, lui ai-je dit, il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde. Il s'agit de se faire confiance à soi-même, à son instinct, à sa propre valeur. Charles est devenu plus qu'un voisin. Il est devenu mon meilleur ami, mon confident, mon compagnon de café matinal. Sans lui, j'aurais probablement fini comme Marie-Esther ou Hélène. « Sais-tu ce que j'admire le plus chez toi, Florence ?» m'a-t-il demandé un après-midi. « Quoi ? Que tu n'as pas de rancune. Après tout ce qu'ils t'ont fait, tu ne gardes pas de haine dans ton cœur. » Il avait raison. À un moment donné, au cours de ces mois, j'avais consciemment décidé de ne pas laisser le venin de Lorraine continuer à m'empoisonner. La rancune est une prison que l'on se construit soi-même. La haine ne m'aurait fait du mal qu'à moi, lui ai-je expliqué. Lorraine n'a plus de pouvoir sur ma vie. Pourquoi lui donnerais-je le pouvoir d'empoisonner mes pensées ? Raoul est resté mon avocat et est devenu un ami cher. Grâce à lui, j'ai récupéré tout mon argent et j'ai en plus gagné un procès civil contre Lorraine qui m'a dédommagé pour les préjudices moraux. Mais c'est plus important que l'argent. Il y a eu la justice. Florence, m'a-t-il dit après le procès. Votre cas va servir à protéger d'autres personnes âgées. De nouvelles lois sont déjà proposées en se basant sur ce qui vous est arrivé. Cela m'a rempli de fierté. Ma souffrance avait servi à quelque chose de plus grand que ma propre justice.
Maintenant, alors que j'écris ces lignes dans le même carnet où j'avais l'habitude de noter mes recettes, je réalise que cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a appris des choses inestimables. J'ai appris que l'âge n'est pas synonyme de vulnérabilité, qu'être âgé ne signifie pas être sans défense, que les années m'ont donné la sagesse, pas la faiblesse. J'ai appris que la vraie famille se construit avec un amour authentique, pas avec le sang ou le mariage. Charles est plus une famille pour moi que de nombreux parents. Raoul est devenu le frère que je n'ai jamais eu. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. À 69 ans, j'ai pu affronter un prédateur et gagner. La force n'a pas de date de péremption. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que personne n'a le droit d'effacer votre histoire, votre identité, votre place dans le monde. Chaque ride sur mon visage raconte une histoire. Chaque cheveu blanc sur ma tête représente une bataille gagnée. Chaque jour que j'ai vécu a de la valeur. Lorraine a essayé de me transformer en fantôme dans ma propre vie, mais les fantômes ne se battent pas. Les fantômes ne se défendent pas. Les fantômes ne récupèrent pas leur maison et leur famille. Je ne suis pas un fantôme. Je suis Florence Mercier. Je suis mère, grand-mère, survivante, combattante. Je suis une femme de 69 ans qui a refusé de disparaître en silence. Et si mon histoire peut aider une seule personne à reconnaître les signes de manipulation, à se défendre contre les prédateurs émotionnels, à trouver le courage de se battre pour ce qui lui appartient, alors chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de douleur en aura valu la peine. La vie m'a mise à genoux, mais comme ma mère me l'a appris, l'important n'est pas de tomber, c'est de savoir comment on se relève. Je me suis relevée avec dignité, je me suis relevée avec force, je me suis relevée, prête à me battre. Et j'ai gagné.